Pour commenter ces chiffres, Grégory Volokin est en direct avec nous de New York. Bonjour Grégory. Bonjour. Président de Mescart Financial Services, 223 000 créations en avril, on attendait 228 000, mais finalement les marchés réagissent bien. Alors qu'est-ce qui vaut cette réaction positive des marchés, bien que le chiffre soit un petit peu inférieur aux attentes? Je dirais qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Il fallait absolument qu'il y ait un chiffre au-dessus de 200 000 créations d'emplois, car un chiffre vraiment inférieur aurait montré que les chefs d'entreprise, en gros, n'ont vraiment pas confiance dans la reprise de l'économie sur la deuxième moitié de l'année. Donc ce chiffre conforte un peu dans le fait qu'on va rebondir. Ce que je dirais aussi, c'est que quand même le chiffre du mois précédent ayant été revu fortement en baisse, on n'a pas non plus une surchauffe au niveau des créations d'emplois, ce qui rassure un tout petit peu aussi les marchés. Alors, la dernière chose à noter, c'est vraiment au niveau des salaires, et là je dirais c'est une déception surtout pour les gens qui touchent des salaires évidemment, puisque la hausse de 0,1% sur le mois est bien inférieure à ce qu'on désirait. On voudrait 0,2 et ça fait une hausse annuelle des salaires de 2,2%. C'est pas très très fort, mais ça rassure aussi les marchés parce que vous savez que dès qu'il y a des chiffres un peu inférieurs au niveau des salaires, ça rassure au niveau de l'inflation. Et vous avez vu là un rallye obligataire et en même temps des futurs qui sont très très bien orientés sur le marché avant l'ouverture. Alors, est-ce qu'on peut en déduire de ces chiffres quelque chose sur le timing à venir du relèvement des taux de la Fed? Malheureusement non. Je dirais que c'est pas des chiffres qui vont ni assez forts dans un sens, ni assez faibles dans l'autre, pour donner une indication à la Fed. Je pense que, en fait, pour la Fed, ça va être extrêmement difficile ces prochains mois de prendre une décision importante, car, comme je le disais, par exemple, il y a des créations d'emplois, mais pas de surchauffe à ce niveau-là. En même temps, les salaires n'augmentent pas d'inflation. Et puis, on a, n'oublions pas, vu beaucoup de statistiques économiques un peu décevantes. Donc, pour le moment, pour la Fed, c'est toujours, je dirais, un horizon temps, en tout cas, mois de septembre, peut-être même plus tard pour une hausse des taux. Et si hausse des taux il y a, une hausse des taux vraiment petite, c'est une Fed qui, quand elle commencera à avancer, avancera à tout petits pas. L'économie n'est pas assez forte pour repousser la Fed actuellement à plus d'agressivité. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Merci. On vous retrouve dans une bonne demi-heure pour faire le point sur les valeurs qui font l'actualité à New York aujourd'hui. On poursuit ce journal. BFM Business. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et pour faire le point sur ce premier quart d'heure de cotation à New York, on retrouve Grégory Volokin qui était avec nous tout à l'heure pour commenter les chiffres de l'emploi américain. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Donc belle réaction des marchés, en tout cas pour ce qui est des premières minutes d'échange à ces chiffres. Ces chiffres qui sont ni bons ni mauvais, pourrait-on dire. Ben, écoutez, si vous me demandez pourquoi le marché réagit, je vous dirais il a été rassuré. Il a été rassuré sur une chose, c'est que depuis maintenant quelques semaines, on sait que le premier trimestre aux États-Unis avait vu une croissance très très faible, 0,2% pour le moment, et tout le monde parie sur le fait que l'économie va rebondir plus tard dans l'année. C'est le premier chiffre du deuxième trimestre, ce chiffre de l'emploi, au mois d'avril, avec une belle création d'emplois, plus de 200 000, qui montre la confiance en fait des intervenants économiques, des chefs d'entreprise dans l'avenir de l'économie et dans la reprise. Donc l'analyse qu'on fait, c'est ce premier trimestre aux États-Unis était un accident entre guillemets au niveau de sa faiblesse. Et voilà, par exemple, aujourd'hui déjà des chiffres qui montrent que les choses vont sont déjà en train de repartir dès le mois d'avril ici. Alors on va parler de l'actualité des entreprises américaines avec vous, Grégory, et de ces fusions qui posent problème. Je veux parler de Monsanto Syngenta, je ne sais pas si je le prononce correctement. En tout cas, le Suisse repousse les avances de l'américain. Microsoft qui hésite un petit peu sur Salesforce. Yelp, sur lequel il y a des rumeurs de rachat, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe sur toutes ces fusions? Pourquoi est-ce qu'elles ont tant de mal à se faire? Alors d'abord, il faut savoir, vous parlez de 3 dossiers qui sont plus pour le moment des rumeurs que des négociations. Alors on peut les prendre dans l'ordre ou dans le désordre. Prenons par exemple Microsoft qui rachèterait Salesforce, ou ça pourrait être SAP qui rachète Salesforce. Quel est le but de ces compagnies en rachetant Salesforce? C'est d'avoir une plus grande présence dans le cloud. Le cloud, vous savez que c'est vraiment l'endroit où il y a de la croissance dans le secteur technologique. Sauf que tout a un prix et qu'en achetant Salesforce, que ce soit un Microsoft
ou que ça soit un SAP ou même un autre, on achète une compagnie qui, tout en ayant un beau taux de croissance, est une compagnie qui encore perd de l'argent après bien des années. Donc, ça fait réfléchir à deux fois un Microsoft de se lancer dans une aventure, de racheter une compagnie, alors qu'ils peuvent essayer eux-mêmes de faire de la croissance organique. Voilà pour le moment pourquoi il n'y a pas de deal. Vous prenez Monsanto et Syngenta. Syngenta refuse en fait les avances de Monsanto. À mes yeux, c'est très compréhensible, tout simplement parce que une fusion de ces deux compagnies entraînerait tellement de problèmes antitrust, en sachant que par exemple il n'y aurait plus du tout de compétition si vous regardez aux États-Unis au niveau par exemple des graines, au niveau aussi de tout ce qui est là pour traiter les produits agricoles, que en fait commencer à discuter en sachant que déjà il y a un énorme risque que ça soit refusé par les autorités antitrust, c'est beaucoup de temps perdu. Yelp, c'est un cas intéressant. Yelp, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet où les gens vont mettre des critiques sur les restaurants, les magasins, les petits commerces de proximité sur lesquels ils ont été, et comment Yelp se rétribue en vendant donc de la publicité à ces commerçants. Sauf qu'il y a un problème, ces commerçants ont été et ont acheté de la publicité sur Yelp, mais ils n'ont pas vu une augmentation de leurs revenus. Donc, revenus de Yelp eux-mêmes en publicité sont en train de partir en chute libre. Alors vous me direz, d'accord, pourquoi racheter Qu'est-ce qui en fait l'attrait? Oui, voilà. Qu'est-ce qui en fait l'attrait? Qu'est-ce qui en fait l'attrait? L'attrait. Qu'est-ce qui explique ces 3,5 milliards de dollars dont on parle là? Exactement. L'attrait, c'est quand même 145 millions de visiteurs mensuels. Sauf que là aussi, il y a un problème, c'est que si vous regardez un Google, par exemple, ils sont en train tout simplement de faire en interne exactement la même chose, de mettre au point aussi le fait de pouvoir mettre sa critique sur un commerce de proximité, etc. Que donc, là aussi, pour Yelp, c'est peut-être un peu trop tard. Il y a beaucoup de compagnies qui sont en train de développer elles-mêmes ce genre de services. Donc, on parle là de 3 fusions qui, évidemment, seraient vues par les marchés peut-être d'une façon intéressante. Les marchés aiment les fusions, les acquisitions, etc. Sauf que là, les obstacles sont tellement importants que je ne parierais en tout cas pas que les 3 vont se faire. Bon, on change totalement de secteur après Yelp avec les chaussures de sport, Nike. Vous vouliez nous parler de Nike puisque Barack Obama s'est rendu dans une usine Nike pour vendre son pacte commercial avec l'Asie. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel pacte il s'agit? Parce qu'il y a beaucoup d'alliances qui sont en train de se préparer dans la zone Asie-Pacifique en ce moment. Oui, alors en gros, il a choisi Nike comme un symbole. C'est clair que Nike, vous savez qu'ils fabriquent la plupart de leurs chaussures de sport justement en Asie. Qu'est-ce qui se passe quand un Américain achète une chaussure Nike? Ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est qu'il paye des droits de douane extrêmement importants. Que par exemple, le Vietnam, où il y a des usines Nike, les chaussures exportées du Vietnam sont taxées à hauteur de 400 millions de dollars par année. Donc, ce que veut montrer Obama, c'est que en faisant un pacte commercial pour des compagnies américaines qui sont déjà même implantées en Asie, c'est favorable pour les États-Unis parce que ça va faire baisser le coût de ces chaussures. Deuxièmement, ça va donc augmenter le chiffre d'affaires de ces compagnies, et en plus Nike l'a dit que de plus en plus ils vont rapatrier des emplois, les délocaliser ou les relocaliser aux États-Unis. Donc c'est, je dirais, le travail là de Obama d'essayer par des symboles assez simples de montrer aux Américains qu'un pacte commercial, c'est pas augmenter la compétition ou la concurrence, au contraire, c'est en favorisant l'ouverture du commerce et faire baisser les droits de douane, stimuler l'économie américaine. Donc c'est pour ça que les Américains poussent pour le TPP, le Trans-Pacific Partnership, qui pose problème à certains pays asiatiques, notamment le Japon. Qui ne souhaite pas ouvrir son agriculture et son industrie automobile. Exactement, c'est toujours la même chose. Vous avez des pays plus ou moins protectionnistes, et dans ce cas-là, disons, on a un peu la même chose qui se passe entre les États-Unis et l'Europe, où il y a encore beaucoup de traités qui ne sont pas du tout négociés. Alors dans ce côté de négociation avec l'Europe, c'est vraiment l'agriculture le problème. Là, comme vous le dites, avec le Japon, c'est plus l'automobile. Mais je crois qu'en fait, c'est aussi un symbole que Obama
passe de plus en plus de son temps à réfléchir au poids des économies et que sa priorité actuellement est vraiment l'Asie. Ça se voit même au niveau militaire, ça se voit aujourd'hui au niveau commercial. C'est vraiment là un effort qu'il va faire et il ne va pas laisser ce traité s'enliser, je pense, pendant trop longtemps. L'Asie, potentiel de croissance. On va terminer avec McDonald's. Alors McDonald's, on n'arrête pas de dire que c'est en déclin, que les ventes déclinent, que la malbouffe, décidément, ça marche plus, que l'enseigne doit se réinventer. Pourtant, les ventes de McDo sont meilleures que prévu grâce à l'Europe. Oui, c'est assez étonnant. Elles sont moins mauvaises que prévu, je dirais, mais c'est clair que c'est en Europe, et je me souviens, on en avait parlé au début de la semaine, McDonald's a peut-être un positionnement différent en Europe qui attire encore, je dirais, les jeunes, qui attire peut-être encore une clientèle un tout petit peu hip, alors qu'aux États-Unis, non, c'est plus du tout le cas. Donc c'est vraiment là sur un marché comme le marché français, des concurrents de McDonald's. Bon, il y a Burger King qui revient. Mais bon, Quick, c'est quand même un marché assez ouvert d'une certaine façon, contrairement aux États-Unis où bon bah ce sont les inventeurs du fast-food, les Américains. Mais là, les enseignes se comptent par dizaines. Voilà, et puis aux États-Unis, donc vous avez tout ce phénomène, je dirais, du hamburger comme destination au niveau de restaurants. Vous avez des compagnies qui s'appellent Five Guys, Shake Shack, Smash Burger. Tout ça, c'est des fast-food, des fast-food dans lesquels on va manger avec une qualité du hamburger bien supérieure à celle de McDonald's. Et en fait, en tout cas aux États-Unis, si on a le choix, on va aller chez Five Guys, on va pas aller chez McDonald's pour des produits qui ont pratiquement le même prix à quelques pourcentages près. Et c'est vrai que vous n'avez pas la même offre en Europe. Vous y allez, vous, chez Five Guys? Oh oui, ils sont vraiment five. Je sais pas, ils sont, je crois, ils sont 500 en fait. Ils sont dans toutes les villes des États-Unis. Ah oui. Et donc c'est une chaîne nationale parce que bon, parfois c'est régional, hein, mais là c'est vraiment sur tout le territoire. C'est de plus en plus segmenté ce marché. Hein. Les enseignes essayent de se distinguer sur lequel qui sera le plus original, le plus healthy aussi. C'est exactement ça. De Five Guys, il y a quelque chose d'assez amusant. Vous rentrez, vous avez pratiquement de la sueur sur le sol pour donner un peu ce côté nature et sain. Vous avez des grands sacs de jute remplis de cacahuètes. Vous pouvez vous servir de cacahuètes autant que vous voulez. Tout est cuit au dernier moment. Le hamburger est grillé à la minute sur la commande. Et je dirais non, c'est franchement bon. Et je vous conseille, si vous venez à New York, d'essayer Five Guys. En priorité, première destination. Il nous reste un petit peu de temps. Comment réagit justement McDonald's à cette concurrence de plus en plus vive, de plus en plus pointue? Mais c'est ça le problème d'un McDonald's, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas vraiment copier des restaurants qui sont ceux dont on parlait, qui ont des produits faits à la dernière minute, parce que McDonald's, on le juge aussi sur autre chose. Vous savez que la plupart des Américains qui vont chez McDonald's, ils ne sortent même pas de leur voiture pour acheter leur hamburger. Ils commandent depuis la voiture à travers une petite fenêtre, et donc là, ce qui compte, c'est que ça se passe le plus rapidement possible, que le service soit donc très 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 rapide. L'autre chose pour McDonald's, l'autre problème, c'est le problème, je dirais, des aliments bio et sains. C'est-à-dire que si on va chez McDonald's, c'est pas pour manger une salade. Et quand McDonald's essaye même de se lancer dans de la nourriture plus saine, ils réfléchissent peut-être pas très très bien, puisqu'ils font des salades avec du poulet frit par-dessus, ce qui fait que si vous regardez le nombre de calories de la salade de poulet de McDonald's, c'est même supérieur au nombre de calories d'un hamburger. Donc je dirais, McDonald's essaye de tout faire. C'est extrêmement difficile. C'est un énorme porte-avions. Je pense que la compagnie va réussir à se redresser du fait de sa taille. Mais avec 36 000 restaurants qui sont dans toutes les zones géographiques, dans tous les pays au monde. Il y a des pays où ça marche bien, comme la France. Il y a des pays où ça marche pas très très bien, dont les États-Unis, qui sont quand même encore plus de 40% de leurs ventes. Donc c'est ça le vrai problème. Il y a des milliards de hamburgers servis depuis la création de McDonald's. Je ne sais pas combien de milliards ils en sont. Hein. Ils mettaient ça sur leur enseigne il y a encore quelques temps. Merci Grégory Volokin. Et puis bon appétit à vous pour ce week-end. Président de Mescart Financial Services à New York. Merci d'avoir été en direct avec nous à 2 reprises aujourd'hui. 15h.